Ouais. Une prison spéciale narcotrafic qui rappelle les quartiers de haute sécurité qui avaient été créés sous Jean Le Canuet et qui avaient été supprimés par Robert Badinter qui estimait que ça ne respectait pas les droits des détenus. Est-ce une bonne mesure ? Il faut demander à Dany. Vous aviez l'air de dire pourquoi pas, Luc, mais Dany, allez-y. Ouvrez le bal. Vas-y, Dany. Le problème, il faut être sincère. C'est vrai que quartier de haute sécurité, présent de haute sécurité, on sait ce que politiquement ça a été instrumentalisé aussi. Donc, il veut mettre les 100 plus gros narcotrafiquants. Moi, je demande à voir, et puis il y aura un avis du Conseil de la magistrature, il y aura un avis, c'est-à-dire, même si c'est des gros trafiquants, il y a un minimum de droits pour tous les accusés. Donc, on verra, je veux dire, au lieu de discuter maintenant, il a décidé de le faire, et moi, je jugerai d'après la réalité de ce qu'il fait, puisque les prisons de Le Canuet ne sont pas à l'époque de Robert Badinter. Dans les prisons de haute sécurité, il y avait aussi des politiques. Bref, je dis, on va voir. Et je ne veux pas en discuter. Tant que je n'aurai pas vu, je n'ai pas à formuler une opinion, un procès d'intention. Darmanin est de droite, donc il va faire quelque chose de dégueulasse. C'est idiot. Donc j'attends de voir. Vous jugerez sur pièce, Luc Ferry. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Moi, je crois que ce qui est crucial, et si ça peut servir à ça, je suis à fond pour. Un, c'est d'empêcher ces gens-là de continuer à gérer leurs affaires depuis la prison. C'est ça quand même le problème numéro un. Deuxièmement, et ça va avec, les empêcher d'avoir des téléphones portables et de continuer, parce que c'est ça qui leur permet de gérer leurs affaires depuis la prison. Et puis trois, éviter les livraisons par drone qui sont quand même de plus en plus fréquentes. Donc si ça permet d'éviter ça, parce que là, c'est pas la même chose que les quartiers de haute sécurité où en effet, comme le rappelait Dany, on mettait des politiques, un peu n'importe qui. Bon, là, on a vraiment affaire à des ordures, à des vrais salopards, quoi. Puis à des criminels, à des meurtriers, bon, à des gens qui aussi prostituent les femmes en les enlevant dans les pays, notamment dans les pays de l'Est, en menaçant leurs familles. Bon, et tout ça, voilà. Ce qui est scandaleux aujourd'hui, c'est que ces gens-là continuent à gérer leurs affaires depuis les prisons. Et c'est à ça qu'il faut mettre un terme. Voilà. Donc si ça permet de le faire, j'applaudis des deux mains et des deux pieds, oui. Alors, ce qui frappe, c'est que quand on a interrogé le monde pénitentiaire, déjà sur l'idée de rassembler tous ces narcotrafiquants, de les surveiller, il y avait un peu moins d'enthousiasme de leur part parce qu'ils disaient avec quels moyens, parce que ça coûte cher, des brouilleurs, de construire ces prisons, parce que il y a beaucoup moins de personnel pénitentiaire, parce qu'ils se font agresser, certains aussi sont corrompus. Donc sur le papier, ça peut sembler intéressant, mais comment on va réaliser ça, Dany ? Marie-Aline, exactement, vous posez la question. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous réponde ? Si Darmanin décide de faire cela pour les 100 plus gros trafiquants, et Luc a raison de dire les empêcher de continuer leur métier, de tuer, d'instrumentaliser les gens, d'exploiter les gens, eh bien, on verra comment ils veulent faire. Vous avez raison. Donc, si il met le personnel, si ça ne nuit pas à d'autres prisons, etc., eh bien, ça peut être une bonne mesure. Mais aujourd'hui, à l'annonce de dire il n'aura pas les moyens ou ça va être mal parce que ça n'a aucun sens. On ne peut pas répondre aux questions, même aux interrogations d'une certaine partie, des pénitenciers. On ne peut qu'attendre. Je ne vois pas ce qu'on puisse dire de plus. Mais c'est la sagesse incarnée en Dany et en Luc Ferry. Est-ce que cette méthode de fermeté qui semble plébiscitée par les Français, parce que Gérald Darmanin, selon un dernier sondage, fait partie des ministres les plus populaires aujourd'hui, c'est ce qu'attendent les Français? Je dirais pas que c'est une méthode. Pour l'instant, c'est des mots. Donc, c'est une communication. Ce sont des gens de droite, que ce soit Retailleau ou Darmanin. Ce sont des gens de droite et leurs mots, pour l'instant, l'esquisse de leurs actions, si je puis dire, c'est ce qu'attendent probablement 80% des Français. Parce que, y compris à gauche, c'est ce qu'on attend. Maintenant, encore une fois, ne confondons pas les mots et les choses. C'est très différent. C'est pour ça que, sur cette question des prisons, Dany a raison.
Moi, si l'objectif, encore une fois, c'est celui que je viens d'indiquer, je suis à fond pour, mais à chaque fois, les journalistes, c'est pas une critique, hein, vous êtes bien obligé, dans une chaîne d'infos au quotidien, on est bien obligé de faire ça, mais on commente les annonces comme si c'était la réalité, mais ça, dans 99% des cas, ça n'a rien à voir. Voyez, donc il faut vraiment se méfier de ça. Voilà. Et donc moi j'attends la réalité, que ce soit d'ailleurs pour Retailleau ou pour Darmanin. La seule chose dont je me félicite, et moi là-dessus, contrairement probablement à Dany, j'en suis tout à fait enchanté, c'est qu'on a un tandem qui fonctionne ensemble. Ils ont les mêmes idées, ils vont dans le même sens, ils tirent le chariot dans le même sens. Et vu l'état de la France aujourd'hui, c'est ce qu'il nous faut. Parce que moi je pense beaucoup à tous ces professeurs, notamment ces professeurs d'histoire, qui sont obligés de se censurer parce qu'ils ont la trouille. On a beaucoup parlé de la célébration, si je puis parler de célébration, en tout cas l'anniversaire de cette horreur qui s'est abattue sur Charlie. Mais moi je l'ai dit, on est quelques-uns à l'avoir dit, Elisabeth Badinter l'a dit aussi, c'est la peur qui a gagné. Aujourd'hui, pourquoi la peur a gagné. Parce que c'est une évidence, ça crève les yeux. 80% ou 70% des professeurs aujourd'hui s'auto-censurent quand ils font un cours sur la liberté d'expression ou sur la Shoah ou sur la laïcité. Donc la peur a gagné parce que le terrorisme fait peur. Et donc je pense qu'il faut renverser la peur. Il faut vraiment, et ça dépend quand même beaucoup de la politique de personnalités comme Darmanin et Retailleau. Dany, je voyais réagir. Trois choses. D'abord, oui, la peur a gagné. La preuve, c'est que 10 ans après Charlie, personne n'a repris les caricatures de Mahomet. Absolument. Le point, juste un petit mot, Dany, on aurait pu dire, pardon, je te laisse. Mais... même qu'on soit d'accord ou pas avec je veux dire, personne n'a dit, c'est à cause de cela qu'il y a eu cette barbarie. Exactement. Bon, première chose. Deuxièmement, encore une fois, vous dites, être ferme, c'est la droite. Attention, tous les mouvements féministes, avec raison, veulent qu'on soit ferme contre les violeurs, qu'on soit ferme contre les responsables de féminicides. Donc il faut arrêter de dire qu'il n'y a que à droite et que personne. Dany, je n'ai pas associé fermeté avec la droite. J'ai dit, est-ce que la fermeté, c'est ce que les Français attendent ? Non, Luc. Pardon. Les féministes, tout dépend de la personnalité du violeur. Hein. Je vois pas grand-chose sur l'Iran et l'Afghanistan, tu vois, de la part des féministes françaises. Non, et moi je dis, mais on est évidemment, alors moi je suis pour la fermeté sur l'Iran, sur l'Afghanistan, tout ça. Bon. Mais je voulais dire une chose. Le problème, et là, la différence entre les mots et les actions, le problème, c'est comment être ferme, parce qu'on doit être ferme. Il faut être ferme contre les terroristes, il faut être ferme contre l'islamo-fascisme, à tous les échelons. À tous les échelons. Mais pour cela, il faut en même temps respecter la loi, la législation. Et par exemple, un des ministres, parce qu'on dit la droite, les plus fermes de l'intérieur en Allemagne était Otto Schily, qui avait été un élu écologiste, vert, qui est passé après au Parti social-démocrate. Donc oui, nos sociétés ont besoin de fermeté, et cette fermeté, et c'est ça ce que disait Badinter, doit se faire agir dans le cadre de la législation qui encadre la fermeté. Oui. Venons-en, si vous le voulez bien, à cette décision qui intervient alors que la crise diplomatique entre la France et l'Algérie est au plus haut. La rétention de l'influenceur algérien Doualem Naman a été prolongée. Ses avocats font appel. La France, on le rappelle, avait tenté de l'expulser, cet homme plusieurs fois condamné qui avait appelé à des actes violents. Mais l'Algérie a refusé de reprendre son ressortissant jeudi soir. Bruno Retailleau avait accusé l'Algérie de chercher à humilier la France. Alger avait dénoncé une campagne de désinformation et de mystification à son encontre. Le débat enflamme la classe politique. Gabriel Attal a proposé de revenir sur les accords de 68 qui accordent un statut particulier unique pour les Algériens. Écoutez la position différente de Gérald Darmanin sur LCI face à Darius. Il y a notamment un accord de 2013, qui est un accord gouvernemental qui permet à ceux qui ont un passeport officiel, un passeport diplomatique algérien, il y en a des milliers, qui peuvent venir en France sans visa pour pouvoir circuler librement.
Je pense que toucher les dirigeants, ou la plupart des dirigeants algériens, qui ont la position de décision d'humiliation, comme l'a évoqué le ministre de l'Intérieur, ça me paraît plus intelligent, plus efficace, et ça peut se faire très rapidement. Faut-il agir sur les passeports diplomatiques ? Est-ce un moyen de pression ? Le débat déchire la classe politique, qu'en pensez-vous ? Luc. Écoutez, moi je suis sur la ligne de Gabriel Attal. Je pense que l'accord de 68 est absolument périmé aujourd'hui. Il est complètement obsolète aujourd'hui. Il n'a plus de sens. Il avait du sens à l'époque. Moi je comprends parfaitement qu'on ait fait cet accord. Je dirais dans le sillage des accords d'Évian. C'est quand même très très proche de la fin de la guerre. 62 les accords d'Évian. Et donc je trouve que c'était assez logique de faire ça en 68. Aujourd'hui je trouve que ça n'a aucun sens. Donc je pense que Gabriel Attal a raison. Et je suis heureux que ce soit lui qui le dise et pas quelqu'un du Rassemblement national. Maintenant, en 5 ans, on a donné 800 millions d'euros d'aide au développement à l'Algérie. Donc, alors, le chiffre a été contesté, mais en tout cas, il y a une centaine de millions d'euros. Non, pour moi, je l'ai vérifié, moi je le conteste pas du tout, le chiffre est bon. Je sais pas qui l'a contesté, dites-moi qui d'ailleurs. Plusieurs, ça a été contesté. D'accord, mais par qui ? Parce que moi je l'ai vérifié, je le crois tout à fait juste. Je pense que le chiffre est exact. Et donc on a aussi ce moyen-là. Il y a évidemment les visas, mais on a aussi la possibilité d'interdire un certain nombre de transferts de fonds, de personnes qui travaillent en France et qui envoient leur argent de l'Algérie. Donc on a tout ça. Alors il s'agit pas de déclarer la guerre à l'Algérie et de mettre tout ça en place d'un seul coup. Mais je veux dire, on a des moyens de rétorsion. Et donc je pense qu'on est aujourd'hui dans un bras de fer et que ce qu'il faut faire simplement c'est ce qui est juste. C'est pas faire l'intéressant, c'est pas faire l'andouille avec des coups de menton. Faire ce qui est juste. Ce qui est juste c'est que ce type soit renvoyé là-bas et ce qui est juste c'est que Boualem Sansal sorte de prison. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas encore sorti. Voilà, parce que ça relève du président de la République. Donc au lieu de faire des excuses à l'Algérie et de la repentance depuis des lustres, Emmanuel Macron devrait comprendre et son ministre Barrot devrait comprendre qu'on est aujourd'hui dans un rapport de force. On n'est pas dans un dialogue aimable. Voilà. Alors, il faut pas faire n'importe quoi. Encore une fois, il s'agit pas de déclarer la guerre à l'Algérie. Mais on a des moyens de rétorsion. On est vraiment dans un rapport de force. Et ce rapport de force, il ne doit permettre qu'une chose, c'est de faire ce qui est juste. Quand on a raison, on est fort. Et là, on peut utiliser aussi les moyens de la force derrière. Or, on a raison de récupérer Boualem Sansal, qui est un homme profondément estimable, d'une très grande gentillesse, d'un très grand courage, qui a un cancer qu'on ne peut pas soigner là-bas. Ça veut dire que ces gens-là, les dirigeants algériens sont en train de le tuer, tout simplement. Et donc, je ne comprends pas que Macron soit aussi silencieux sur le sujet. Je reviens sur un point. Je pense que c'est un point important. Je crois que la peur, là aussi, a gagné. Parce que on a peur de la réfraction en France. Je regardais, Dany disait, on n'a pas publié les caricatures de mode. Je te laisse la parole tout de suite, Dany. Le Point a publié toute une série de caricatures, mais aucune de celles qui font problème. Ils ont publié, je sais pas, Mahomet disant c'est dur d'être aimé par un voilà, ben ça mange pas de pain, tout le monde s'en fout. Même un musulman pieux s'en fout. En revanche, les caricatures qui ont fait problème, moi je ne les aurais pas publiées. Je ne suis pas Charlie, je défends Charlie, mais je ne suis pas Charlie. Je pense qu'elles étaient immondes. Voilà, parce qu'elles avaient un défaut majeur, c'est qu'elles agrégeaient tous les musulmans modérés et sympathiques aux islamistes. Voilà. Et ça, je pense que c'est une erreur. Ah, vous le pensez, Oui, bien sûr, profondément. D'ailleurs, je me suis engueulé avec un certain nombre de gens. Je suis sur la ligne Régis Debray là-dessus. Je pense que ça ne sert à rien d'insulter de manière grossière, immonde, des musulmans modérés, parce que ça n'a qu'un seul effet, c'est de les agréger aux islamistes. Et je pense que c'est complètement idiot de faire ça. Voilà. Pour vous, c'était pas une attaque, justement, qui était destinée aux islamistes? Mais non, parce que, encore une fois, moi j'ai plein d'amis musulmans sympathiques. J'étais très proche de Malek Chebel, par exemple, qui était dans mon conseil, qui était un type adorable. Mais quand ces gens voient ça, ils se disent, mais non, ça c'est pas possible. On ferait ça sur les juifs. Mais ils l'ont fait, Charlie Hebdo. Ils ont attaqué. Non, pas comme ça. Non. Écoutez, sur la figure de Jésus. Allez, c'est à moi. C'est à moi. Marie-Alice. Oui, c'est à toi. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils n'ont pas osé les republier, celle-là. La trouille. Oui, il faut pas. Maintenant, Luc a sa pensée. Un caricaturiste qui utilise le blasphème et Luc ne l'utilise pas, et d'ailleurs il n'a pas à l'utiliser, c'est pas sa tasse de thé. Le blasphème fait mal. Sinon, c'est pas un blasphème.
Et donc, que ça soit sur Jésus, que l'Église catholique est interdite en Italie, la chanson de Madonna où elle fait descendre le Christ pour baiser avec lui, c'est un blasphème qui était insupportable pour l'Église catholique en Italie. C'est gentillet, Dany, c'est gentillet. Laisse-moi finir. Oui. Je t'ai laissé parler. Bon. Donc, je dis simplement, le blasphème de Charlie, c'est le droit absolu de ceux qui, le blasphème qui me... en tant que caricaturistes. Bon, voilà la première discussion. Sur maintenant l'Algérie. Boualem Sansal doit être libéré. D'ailleurs, Macron l'a redit, il a décidé. Est-ce qu'il faut maintenant agir ? Oui. Là, Luc a raison. Et je crois que la discussion 68, 2013 et tout ça, on peut l'avoir. Mais tout de suite, il faut faire une sanction. La sanction la plus rapide, et là Darmanin a raison, c'est les visas pour ceux qui ont le droit de venir en France, donc l'autorisation, les pays européens sont les ministres, etc., etc. Donc je dis, parfait, prenons cette sanction, première étape, et voir l'adhésion, et voir la réaction aussi en France, parce que c'est pas parce qu'on doit avoir mauvaise conscience. Oui, le colonialisme a été terrible en Algérie, mais aujourd'hui, 3 siècles après, vraiment, le pouvoir algérien totalitaire instrumentalise cet anticolonialisme pour justifier son pouvoir totalitaire. Et donc, la libération de Boualem Sansal est évidemment aujourd'hui nécessaire, et il faut faire tout et prendre des mesures provocatrices pour montrer à l'Algérie que c'est sérieux, c'est pas seulement une pétition, mais que la France peut agir. Et deuxièmement, que sur l'influenceur, il est évident que l'Algérie doit le reprendre. Voilà. Mais ce sont sur le deux fond, cas très clairs où la France doit agir. Sur le fond, il y a un consensus sur le fait d'instaurer donc ce bras de fer, d'agir sur l'aide au développement, sur les visas, peut-être sur les accords dont parlait Gérald Darmanin. Mais concrètement, si on agit pour montrer à l'Algérie que la France peut faire preuve de fermeté, comment peut-on être sûr que la France pourrait récupérer Boualem Sansal, qui est peut-être considéré déjà comme un otage, entre guillemets, du gouvernement algérien, qui n'a pas du tout accepté que le Sahara occidental soit reconnu comme étant... du Maroc, oui, bien sûr, la question du Maroc a été cruciale dans son internement en prison. Non, je pense qu'il faut être très clair sur le sujet. Ce qui s'est passé, c'est que Macron s'est tellement excusé, il a tellement été dans la repentance vis-à-vis de l'Algérie, en disant que la colonisation été un crime contre l'humanité. Ce qui est pas vrai. Il y a eu des crimes de guerre, mais c'est pas la même chose. Bon, on peut en discuter, mais et puis après en disant que tel ou tel militaire avait assassiné tel ou tel membre du FLN, etc. Bon. Et donc, en proposant toutes sortes de choses. Il a cru que ça allait marcher, mais c'est pas du tout comme ça que ça marche. Pour mettre les choses au point, et je prétends qu'on a peur, je suis évidemment, Dany, mais totalement favorable au blasphème. Simplement, il y a blasphème et blasphème. Évidemment qu'il faut blasphémer, mais heureusement que c'est autorisé. Mais quand Madonna veut, comme tu dis, baiser avec le Christ, mais c'est gentil, attends, c'est l'amour, c'est merveilleux. Ça avait choqué l'Amérique conservatrice. Ça choque que les vieux cons, arrête. Mais quand en revanche, on met, voilà, je vais pas décrire les caricatures, qu'on voit le prophète tout nu, avec une étoile dans le derrière, avec les couilles qui traînent par terre, etc. Bah, écoutez, ça... Je prétends que c'est pas les islamistes que ça choque n'importe quel musulman et ça les agrège aux islamistes. Voilà ce que je dis. On n'est pas obligé pour blasphémer d'être grossier, vulgaire et débile. Voilà, je suis désolé de le dire. Encore une fois, j'ai défendu Charlie, je les défends à fond, mais je déteste Charlie, je dis peux rien, c'est comme ça. Mais c'est tout à fait la définition de être Charlie. On ne peut ne pas aimer Charlie et défendre leur droit à publier des caricatures de mauvais goût. Dans ce cas, je ne suis pas Charlie, je les défends. C'est pas la même chose. J'ai pas besoin de dire que je suis Charlie. Je les défends à fond. La phrase de Voltaire, je vais pas la répéter. Mais je ne suis pas Charlie et c'est pas simplement parce que j'ai été aussi, moi, caricaturé 50 fois dans leur journal. C'est pas le problème. C'est, encore une fois, je trouve que c'était, il y a blasphème et blasphème, Dany. Oui, mais il y a blasphème et blasphème, oui, mais écoute, par exemple, tu sais que Le Pen, juste avant de mourir, le vieux, s'est converti au judaïsme. Ah, formidable. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il a dit, comme ça, il y en aura un de moins. Oh, c'est pas vrai. Ah bon, écoute, oui.
Non, je pensais qu'il avait totalement pété les plombs. Tu pensais, d'accord. Je veux dire par là qu'il y a un droit au blasphème. Bon, toi, tu n'es pas d'accord avec le blasphème de Charlie Hebdo, on va pas en discuter. Oui, c'est la liberté de Charlie Hebdo, c'est la liberté de Charlie Hebdo de choisir la dimension de son blasphème. Mais il y a des choses qui sont interdites Sur l'Algérie, je suis pas d'accord. Oui, il faut en France une prise de conscience de ce qu'était le colonialisme. Oui, il faut en France que ce qu'était la barbarie du colonialisme. Bon. Deuxièmement, il faut qu'en Algérie, il y ait une conscience de ce qu'est le totalitarisme des mouvements de libération nationale. Les deux choses sont vraies. Et aujourd'hui, dans le cas de Boualem Sansal, j'en ai rien à cirer maintenant du Maroc et tout ça. Il faut que l'Algérie comprenne que Boualem Sansal, et sa vie est en danger, Luc a raison, doit être immédiatement libéré. Et le risque, oui, on prend des risques, on prend des mesures, mais il faut savoir, l'Algérie va savoir que si ces mesures ne suffisent pas, on ira un cran au-dessus. Mais il faut être ferme pour la libération, il ne faut pas avoir peur d'une confrontation par mauvaise conscience. Il faut qu'on explique ce qu'était le colonialisme, la barbarie du colonialisme, et en même temps, il faut qu'on ait une position très claire pour les droits de l'homme, donc pour la libération de Boualem Sansal. Oui, qui est détenu depuis maintenant 2 mois pour avoir osé critiquer le régime algérien, tenu des propos qui déplaisaient au régime algérien. En politique intérieure française, je voudrais vous soumettre cette question. François Bayrou va-t-il sacrifier la très impopulaire réforme des retraites d'Emmanuel Macron sur l'autel de la non-censure? Il sait qu'il joue peut-être sa survie politique. Un âge de départ à 63 ans et non 64 est envisagé. Certains crient à l'hérésie. On sait que cette réforme des retraites est très impopulaire. La majorité des Français n'en veulent pas. François Bayrou a-t-il raison de composer, de lâcher en partie cette réforme et composer notamment avec la gauche? Mais ça dépend sur quoi on lâche. Moi, je n'aurais pas voté cette réforme parce que je pense qu'elle ne tient pas compte des carrières longues et que c'est scandaleux. Voilà. Et aussi la question des femmes. Et c'est une réforme qui est injuste et qui en plus ne finance même pas le système de retraite par répartition. Mais encore une fois, il n'y a aucune raison pour que les jeunes qui commencent à travailler à 15 ou 16 ans cotisent plus que les étudiants en médecine. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc c'est une réforme qui est mal fichue et qui est très injuste. Donc personnellement, je ne l'aurais pas voté. Deuxièmement, je ne comprends pas qu'on se braque sur l'âge de départ à la retraite. C'est idiot. C'est pas le problème. 62, 63, 64, je m'en tape comme de l'an 40. Le problème, c'est la durée de cotisation. Donc moi, je pense que si Bayrou voulait faire quelque chose de bien, mais il le fera évidemment pas, parce que son but n'est pas de réformer la France, mais de rester sur le cheval et d'éviter la censure. Mais la seule chose à faire, c'est d'augmenter la durée de cotisation pour tous ceux qui le peuvent. On peut très bien augmenter la durée de cotisation des profs d'université. Ça n'a pas de sens qu'ils partent avec la même durée de cotisation que le mec qui est sur son marteau-piqueur. C'est idiot. Et donc, il faut augmenter la durée de cotisation pour ceux qui le peuvent. Et puis, il faut tenir compte de la pénibilité pour ceux qui ont en effet des travaux pénibles. Et pour les femmes qui ont des interruptions de travail. Voilà. Donc, je trouve que cette réforme, elle est non seulement mal foutue, elle ne finance pas le système, elle est injuste. Et donc, qu'on la remette sur le métier, comme on dit, c'est très bien, mais dans la période actuelle, c'est de la folie. Parce que dans la période actuelle, ça veut dire qu'il va discuter sur l'âge de départ, ce qui n'est absolument pas le sujet. Et donc, si on passe de 64 à 63 ans, je vous rappelle que le Danemark est à 67 ans, l'Allemagne est à 67 ans, l'Italie est à 67 ans, la moyenne est à 65 ou 66. Nous, si on revient à 63, sans tenir compte encore une fois, de cette question cruciale qui est la durée de cotisation et l'autre qui est la pénibilité, on va dans le mur. On va perdre encore 10-20 milliards. C'est ce que disait Christian de Boissieu, l'économiste qui était sur notre antenne tout à l'heure. Dany. Je crois le problème, c'est d'un côté l'argumentaire de Luc se tient, mais d'un autre côté, il y a un problème politique aujourd'hui. Et le problème politique, s'il y a une deuxième censure, la France, disons, le remboursement des dettes deviendra de plus en plus cher. S'il n'y a pas de stabilité, donc il y a un problème politique. Et le problème politique aujourd'hui, c'est pas de trouver
une nouvelle solution aux retraites. Ça, c'est une nouvelle négociation. Et les arguments de Luc, c'est-à-dire de dire, voilà, le nombre de trimestres, qui peut travailler plus longtemps, comment on évalue ça, c'est toi, les partenaires sociaux doivent le négocier. Comment si on veut, ils trouvent un compromis pour que cette réforme des retraites votée soit suspendue, soit mise au frigidaire pendant 6 mois, 1 an, pour qu'on discute d'une nouvelle, parce qu'elle qui soit plus juste, comme le dit Luc, etc. Donc c'est pas une décision de François Bayrou, c'est l'intelligence donc de la ministre du Travail et du ministre de l'Économie de négocier avec la gauche une interruption pour trouver une meilleure et en même temps pour permettre une stabilité de voter un budget qui calmerait les marchés. Je crois que ça, c'est absolument nécessaire en ce moment. Mais ça ne veut pas dire après, il faudra négocier. Est-ce que c'est le prix à payer pour la stabilité politique ? C'est probable. Moi, je ne nie pas le fait que l'équation à résoudre pour Bayrou, elle est impossible à résoudre. Impossible, puisqu'il n'a aucune majorité et qu'il est coincé entre... Le bloc central n'est pas un bloc central. Les LR sont en désaccord complet avec les socialistes et au milieu, les centristes, c'est comme un canard qui a plus de tête, ils savent pas où ils vont. Bon. Donc, et de l'autre côté, vous avez les deux extrêmes qui menacent. Bon, donc c'est ingérable. Donc, je ne jette pas la pierre, c'est pas ça que je dis. Mais je comprends ce que veut dire Dany. Ce que veut dire Dany, c'est qu'il a peur que s'il y a une censure, on finisse par être Macron obligé de démissionner, parce que s'il y a 3 censures de suite dans l'année, bon, il sera bien obligé de partir, et que dans ce cas-là, Marine Le Pen soit élue. Voilà ce que craint Dany, ce que craint toute une partie de la gauche, etc. Enfin, la gauche le craint pas tellement, parce que pour l'instant, ils font pression sur Bayrou, et ils menacent de censure, donc apparemment, ça les gêne pas tellement. Maintenant, ce que je dis, c'est que c'est quand même navrant que la politique française se résume simplement à éviter une censure pour éviter que Marine Le Pen soit élue. Ça veut dire que dans ce cas-là, tout s'effondre. Donc, je dis quand même une chose, nous empruntons aujourd'hui sur les marchés financiers plus cher que la Grèce. Oui. Voilà. Dany. Oui, on va dans le mur. Sur les derniers, enfin, ça dépend comment on compte, mais c'est pas ça la discussion. Je dis aujourd'hui, éviter la censure, c'est pas Marine Le Pen. Pour moi, c'est redonner une stabilité qui calme la situation de la France sur les marchés. Voilà la différence. Non. Et donc, après, on verra. Donc, je suis pour qu'ils trouvent... Et d'ailleurs, il ne faut pas se leurrer, il y aura un accord entre le ministre qui est de gauche, le ministre de l'économie de gauche, avec les socialistes. Et on entrera dans une période, après, où les propositions de Luc sur quel type de réforme plus juste sont des propositions que je juge faisables. À part que moi, je suis pour la retraite à points, mais ça ne se fera pas, disons, rapidement. Donc moi, je suis pour une solution où, après 2-3 mois de négociation, on arrive à un nouveau projet de retraite plus juste et peut-être plus efficace. Juste un point. Si la stabilité politique est souhaitable, mais se fait au prix... une réforme des retraites à 63 ans, 2, des taxes en pagaille, on va reprendre toutes les taxes Barnier, etc., ça ne calmera en aucun cas les marchés, en aucun cas, ni les agences de notation, en aucun cas. Et donc, non seulement ça ne les calmera pas, le chômage va passer à 8%, à coup sûr, si on fait un budget Barnier, le chômage va à 8%, à coup sûr, je prends tous les paris qu'on veut, et ça ne calmera ni les marchés financiers, ni les agences de notation. Alors, l'Union européenne, elle va pas. L'Italie est encore plus que nous dans les choux, donc on va pas nous tomber dessus tout de suite. Mais néanmoins, on sera dans une situation qui sera sur le plan du chômage, sur le plan des intérêts de la dette. On va aller encore une fois vers des intérêts de la dette qui finiront par dépasser ce que rapporte l'impôt sur le revenu. Sur ce point, Dany, beaucoup d'économistes, tous les économistes le disent. Vont dans ce sens. Non, mais tous les économistes, c'est pas vrai. Par exemple, j'ai ici un texte de Philippe Aghion, qui est un économiste. Oui, non, mais tu peux pas dire parce qu'il te plaît pas. Alors pas non, c'est un fan de Bayrou. Il a fait tout le programme de Bayrou. Non, c'est pas du tout un fan de. Luc, tu as le droit aussi de ne pas dire n'importe quoi. Non, mais donc Philippe Aghion fait une autre catégorie. Je dis qu'il y a des tas d'économistes qui ont une autre interprétation. La seule chose pour moi, qui est évident, il faut qu'il y ait une stabilité. Dans cette stabilité, même à dire qu'on fera
un projet de loi rectificatif des finances à l'été, il faut qu'il y ait de nouvelles négociations. Et pour des négociations, il ne faut pas simplement un Luc Ferry qui sait de toute façon ce qu'il faut faire, il faut un temps pour les négociations. C'est pour cela que je suis pour un accord de mettre au frigidaire cette loi des retraites, d'essayer de l'améliorer en 3-4 mois. On n'a pas besoin des années pour faire une loi rectificative, disons, à l'été, et permettre à la France de sortir politiquement de ce blocage. Mais Dany, est-ce que vous êtes sûr que un retour à un ISF ne viendrait pas seulement parce que François Bayrou est prêt à beaucoup de concessions pour obtenir le soutien de la gauche? Est-ce que vous pensez qu'une taxe sur les riches, qu'une réforme de la retraite moins ambitieuse, ça plaira au marché financier? Non, mais c'est une blague. Plus on négociera, plus ce sera pire. Parce que plus on est dans le contexte actuel, vous avez les deux extrêmes qui pèsent et qui ont à peu près les mêmes idées sur la retraite, sur les taxes, etc. Et donc tout ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on va augmenter les taxes, on va garder celles de Barnier et puis on va peut-être en rajouter 2-3 autres. Et puis qu'est-ce que ça fera? Encore une fois, non seulement augmentation du chômage, mais ça pénalisera la compétitivité de la France et ça pénalisera la logique keynésienne de la consommation. Donc plus on négociera jusqu'à l'été, plus ce sera pire. Voilà. Et donc, mais bien sûr, mais dans la situation politique actuelle, c'est inévitable. Ça ne peut pas être autrement, parce que vous avez les deux extrêmes qui pèsent avec les mêmes idées sur l'économie. Rassemblement National et LFI ont à peu près les mêmes idées sur l'économie, et au milieu, le bloc central, ils ne peuvent pas s'encadrer entre eux. Et les LR sont... Larcher a dit, ne touchez pas à la réforme des retraites. Les socialistes disent, on veut passer, il faut à 62 ans. Et Bayrou, comme centriste mou, dit, on va faire 63. C'est ça qui se passe. Attendons. Encore une fois, mes arguments, on ne peut pas dire que la France doit apprendre enfin les négociations et ne pas trouver une solution qui donne du temps à la négociation. On ne peut pas dire, on doit... Tu me laisses parler. On peut pas dire qu'on a besoin que les partis politiques apprennent la négociation, mais qu'on dise, moi je sais exactement ce qu'il faut faire, il n'y a rien à négocier, il faut faire comme ce que je propose. Ce n'est ingérable. Les économistes ont des raisons, la politique a d'autres logiques. Et la politique du compromis a une logique qu'il faut d'abord arriver dans un pays, dans la situation de la France aujourd'hui, à calmer le jeu. Et à Marie-Aline, quand tu me dis, est-ce que je suis sûr? Mais si j'étais sûr, je serais le pape. Question rhétorique. Je serais le pape. Comment vous voulez? Je suis pas sûr. Mon analyse est que les marchés veulent d'abord que la France se calme politiquement, et deuxièmement, c'est vrai, ils ne veulent pas n'importe quoi. Donc c'est donner autant pour trouver un budget qui n'est pas n'importe quoi, mais qui calme aussi la situation politique, car s'il y a censure, s'il n'y a pas un accord, il y a 6 mois, je ne sais pas combien de temps il y aura l'élection présidentielle, la France va plonger totalement dans le chaos économique et politique. Parce qu'il n'y aura pas de solution. Je comprends bien, François Bayrou a le choix entre la peste et le choléra. Si c'est un peu le résumé. Il a le choix entre n'importe quoi et l'intelligence. Mais moi, ce que je suis très pour le compromis, ce que je dis, je suis évidemment pour le compromis, c'est pour ça que je défends aussi la proportionnelle, mais simplement je dis, dans le contexte politique actuel, c'est pas jouable. Voilà. Parce que encore une fois, on dit il y a 3 blocs, il y a l'extrême droite, il y a l'extrême gauche, et puis il y a le bloc central. Mais le bloc central n'est pas un bloc, c'est là que c'est une blague. Vous avez socialistes, centristes et LR dedans. Donc il n'y a pas... plus il y aura négociation, plus Bayrou aura le pistolet sur la tempe. C'est ça que je dis. Donc moi je parle du contexte politique. Quelle est ta conséquence? Qu'il y ait une nouvelle élection, que Marine Le Pen soit élue, et ça sera la catastrophe économique. Et Luc Ferry, je vous l'avais bien dit, c'est la catastrophe économique. C'est ce que je te dis. Ta crainte, c'est que Marine Le Pen soit élue. C'est ce qu'il faut faire. D'accord. Sous prétexte qu'on a la trouille de Marine Le Pen, on fait n'importe quoi. D'accord, c'est parfait. Non. Sur ce point, c'est évident qu'on ne sera pas d'accord, mais on a entendu vos arguments. On va parler d'un homme qui, lui, ne fait pas de compromis.
À quoi joue Elon Musk ? Ses ingérences inquiètent. Le milliardaire se plaît à déstabiliser le gouvernement allemand en pleine campagne électorale. Il déroule le tapis rouge à l'AfD. Il a fait un entretien d'1 heure sur sa plateforme X avec la patronne du parti d'extrême droite si radical que le RN a refusé de siéger avec lui à Bruxelles. Il soutient également d'autres figures extrêmes au Royaume-Uni. Que cherche Elon Musk ? Est-il un agent du chaos en Europe ? Oui, je pense, oui. Mais je pense que c'est pas du tout... Vas-y, Dany. Priorité à droite, je te laisse. Enfin, c'est évident. D'ailleurs, il reprend l'argument de Trump en 2018, si je crois, qui avait lancé « Notre ennemi numéro 1, à nous, Américains, c'est l'Union européenne ». Oui, bien sûr. Oui. Et il est évident qu'aujourd'hui, la stratégie de Musk, de Trump, c'est de désintégrer l'Union européenne. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'aujourd'hui, Trump donne raison à Poutine. Il dit les gros aujourd'hui ont le devoir de bouffer les faibles. Le seul espace politique qui puisse contrer cette stratégie, ce n'est pas la France seule, ce n'est pas l'Allemagne seule, c'est l'Union européenne. Et donc, cette stratégie impérialiste, cette folie du Groenland au Canada, en passant par le canal de Panama. Alors Luc, il dit toujours, mais ne vous en faites pas, ça sera pas si grave, une fois qu'il sera élu président, ça se passera bien, il fera des choses intéressantes. Pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin, en tout cas, ça n'en prend pas le chemin. Donc je dis que oui, aujourd'hui, il faut que toutes les forces politiques en Europe se posent la question, leur petite bisbille, leurs problèmes, ça aussi, ça rentre dans l'histoire d'un gouvernement en France. Nous avons besoin aujourd'hui d'une stabilité en Europe pour pouvoir contrer cette offensive impérialiste des Américains menée par Trump et par Musk. Et que si l'on ne comprend pas le danger, car c'est un impérialisme qui est d'autant plus dangereux, qui peut acheter n'importe qui, n'importe comment, eh bien je dis que oui, Musk aujourd'hui est l'ennemi numéro 1 de l'Union européenne. Bon, moi j'ai une analyse qui est plus large, si je puis dire, parce que j'inclus dedans Joe Biden, évidemment. Je pense que le plan soi-disant écologie, lutte contre le réchauffement climatique, qui est de 370 milliards de dollars, c'est en gros 360 milliards d'euros. C'était déjà un plan protectionniste dont Trump aurait pu rêver, parce que notamment pour les voitures, ça consistait à financer l'achat de voitures électriques quand elles sont américaines, pas quand elles sont européennes. Donc la vérité, c'est que depuis un bon moment, la logique des États-Unis, c'était déjà le cas avec Obama, c'est au mieux mépriser l'Union européenne et si possible la casser en deux. Voilà. Donc je pense que ça n'est pas nouveau. C'est-à-dire que je pense que, alors évidemment, avec Elon Musk, ça prend toujours des proportions qui sont délirantes avec lui parce que le soutien à l'AfD, c'est à l'extrême droite, néo-nazi, c'est évidemment, ça se voit, on en parle. Mais c'est vraiment une stratégie américaine depuis Obama au moins. On n'est plus en 45, ou à l'époque où les États-Unis considéraient que l'Europe faisait partie des États-Unis et réciproquement, dès qu'il fallait lutter contre Hitler. Je reviens pas sur la guerre en Ukraine, mais je pense qu'elle fait partie aussi de ce projet. Néanmoins, deuxième chose, le Groenland, c'est compliqué, beaucoup plus que ce qu'on croit. C'est pas la même chose que l'AfD. Le Groenland, c'est un territoire. D'abord, c'est une colonie du Danemark. Bon, franchement, colonie du Danemark. Bon, alors que Trump voudrait annexer. Oui, d'accord, mais parce que c'est un territoire que vise la Chine. Oui. Donc c'est très important. Alors c'est un territoire qui est 4 fois plus grand que la France. Il y a en gros 55 000 habitants. Le mouvement indépendantiste est très fort. Ils se sont déclarés territoire autonome parce qu'ils veulent plus être une colonie du Danemark. Enfin, franchement, est-ce que c'est une colonie du Danemark ? Mais tout ça n'a pas de sens. Et donc, l'idée de Trump, c'est au fond d'éviter que cette colonie du Danemark tombe dans l'escarcelle de la Chine. Donc, je veux dire, qui va décider de l'affaire ? C'est le Premier ministre du Groenland qui est un indépendantiste. C'est à lui de poser la question. Pas au Danemark, c'est pas l'Union européenne. C'est à lui de poser la question de savoir ce qu'il veut. Voilà. En tout cas, c'est prêt en tout cas à discuter avec Donald Trump. Mais bien plus compliqué que ce qu'on dit. Encore une fois, je ne mets pas dans le même sac cette affaire du Groenland qui est compliquée parce qu'il y a encore une fois une menace chinoise sur ce territoire qui a probablement des richesses très importantes
souterraines et autres. Et puis de l'autre côté, il y a cette question du soutien à l'AfD qui là est indigne, qui est immonde. Non mais attends, le problème il est le problème il est qu'aujourd'hui c'est toujours la même chose, c'est la même problématique que l'Ukraine. Il y a aujourd'hui, disons, internationalement quelque chose de reconnu. Alors, Luc peut, avec raison, poser la question de qu'est-ce que ça veut dire le Groenland, territoire du Danemark. Bon, il y a l'autonomie du Groenland. Aujourd'hui, je crois que l'Union européenne doit soutenir l'autonomie du Groenland pour empêcher exactement que le Groenland ne tombe ni du côté de la Chine, ni du côté des États-Unis. L'intérêt de l'Europe, c'est justement de renforcer l'autonomie du Groenland et de le faire avec le Danemark et d'autres. Donc je suis d'accord là-dessus. Mais ça continue. Le projet de Trump-Musk, c'est le Groenland, c'est le Canada. De faire du Canada le 51e État des États-Unis. Enfin, on voit la dimension délirante de la chose et après récupérer le canal de Panama. Non mais moi je veux bien qu'on peut expliquer ceci. Non, il y a une vision impérialiste. Je suis d'accord qu'aujourd'hui on n'a pas vu que même le projet Biden était un projet contre l'Europe, c'est-à-dire, mais que les Américains soient maintenant toujours Américains pour l'Amérique. Le problème c'est que nous Européens, on n'est pas assez pour l'Europe. On croit, des tas de pays croient qu'ils peuvent s'en sortir seuls, que l'Italie, que Madame Meloni va s'en sortir en faisant des babouilles à Monsieur Musk, que en étant gentil avec Monsieur Trump, ils vont s'en sortir, je ne sais pas quel pays. Non, aujourd'hui, l'Europe, nous avons une chance de maintenir notre existence et notre civilisation contre la Chine, contre les États-Unis, que en renforçant l'Union européenne. Et ça. Et la première phase, par exemple, sur le Groenland, ça serait un accord entre l'autonomie du Groenland avec l'Union européenne. Et il n'y a pas d'Europe puissance. Et pourquoi il n'y a pas de... C'est ça le problème. Eux, ils ont une logique de puissance, les États-Unis. Ils voudraient bien que le Canada revienne chez eux, si je puis dire. Bon, le Canada, à part le Québec, c'est quand même très, très américain. Bon. Et puis, ils aimeraient bien annexer le Groenland parce que ils ont cette idée que dans le monde qui vient, la politique de puissance est absolument essentielle. C'est pas exactement l'impérialisme, c'est la politique de puissance. Nous, Européens, nous avons zéro politique de puissance. Même sur l'intelligence artificielle, et pourquoi on n'a pas de politique de puissance ? Parce qu'on se tire la bourse sur la question des taxes, sur la question des impôts, sur la question des prélèvements obligatoires, avec toujours ce même problème, ce principe de subsidiarité qui fait que l'impôt sur les sociétés est 3 fois inférieur en Irlande à ce qu'il est en France, et on se tire la bourse sur la question sociale, sur la question, la Bulgarie, le SMIC en Bulgarie est de 350 €, il est de 1600, ou de 1400 net en France ou en Allemagne. Bon. Et donc, on a une Europe qui est... Les nations européennes sont parties chacune de leur côté à cause de la question sociale et de la question fiscale, et ce qui empêche évidemment d'avoir la moindre politique de puissance, notamment sur la 3e révolution industrielle, celle de l'intelligence artificielle, qui va permettre aux États-Unis et à la Chine de dominer le monde. C'est ça qu'on vit aujourd'hui. Donc les Américains sont très cohérents. Je dis pas que c'est bien ce qu'ils font. Je parle pas encore une fois de l'AfD, mais ils sont très cohérents en disant mais dans le monde qui vient par rapport à la Chine, par rapport aux BRICS, si on n'a pas le Canada et le Groenland avec nous, on ne sera pas suffisamment puissant. Et nous devrions penser comme ça. Alors, ça veut dire qu'on ne devrait pas, bien sûr, laisser partir le Groenland. Je suis d'accord avec ça. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On est là, on dit, c'est pas le bien. Problème, il est juste. Alors, moi, j'ai l'impression, Luc, t'es toujours un homme du passé. Ah oui. Je vais t'expliquer pourquoi. Sympa. Tu fais une analyse qu'on n'a pas une Europe puissance. Vrai. Moi, ça fait 15 ans que je le dis. On n'a pas l'Europe puissance. Que l'Europe, aujourd'hui, doit se donner les moyens de sa force, de sa réalité économique. Bon. Mais, au lieu on analyse cela, mais qu'est-ce qu'il faut qu'il suive ? Il faut dire, eh bien, construisons cette Europe puissance. Il faut la construire. Aujourd'hui, il y a les débuts d'une armée européenne. Il faut aller plus vite. C'est ceci. Et c'est pour ça que ce qui m'énerve dans la constitution d'un gouvernement en France, personne ne parle de l'Europe.
Personne ne parle de l'Europe. Oui, on parle des retraites, 62, 63, 64, 66. Mais le problème de la France de demain... Il y a une vague populiste en Europe, Dany, sur laquelle Elon Musk souffle pour diviser encore plus les Européens. L'heure est à la souveraineté. Est-ce qu'il faut mettre à genoux devant? Est-ce qu'il faut pleurer devant? Tout le monde le ou déteste. y avoir un projet qui contre la vague populiste. Et la vague populiste, on n'arrivera qu'à la contrer si on a justement une idée de ce que serait l'Europe puissance qui nous protège de la Chine et des États-Unis, qui donne une dimension à, par exemple, l'intelligence artificielle, une dimension européenne. Voilà ce que les gouvernements doivent discuter. Voilà ce que les partis politiques doivent discuter aujourd'hui, et non pas de la retraite à 62,5 ou 63 et 3 jours, etc. C'est du peanuts à côté des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Bien que vous vouliez élever le débat, Luc. On n'est pas à genoux devant. Tout le monde en Europe déteste Trump. Il est quasiment aussi détesté, encore plus que Hitler. Ça suffit pas. Il y avait des gens qui adhéraient. Et deuxièmement, je suis pas du tout un homme du passé. Hitler, Hitler, il avait des soutiens en France énormes. Arrêtez. Attends, je suis désolé, mais je vais pas vous raconter l'histoire de la collaboration. Non, mais il est vraiment détesté comme personne. Tout le monde le déteste. Et Elon Musk aussi, on dit les fantasmes. Mais deuxièmement, c'est surtout, je plaide depuis 10 ans pour une Europe à 10. J'ai toujours été contre l'élargissement tel qu'il s'est fait à l'Est. Et donc, moi, je suis totalement de l'avenir. Il n'y aura jamais d'Europe puissance tant qu'on n'aura pas harmonisé la fiscalité et le système social des 10 pays de l'Ouest, pour le dire simplement. Et après, on fera rentrer les autres au fur et à mesure. Mais moi, je prétends que l'avenir, c'est l'Europe à 10, c'est pas l'Europe à 28. Alors, il nous reste très peu de temps, mais je voudrais vous faire réagir à un virage politique trumpiste dont tout le monde parle ce soir. Dans le sillage d'Elon Musk, Mark Zuckerberg, dans une interview accordée au masculiniste Joe Rogan, a annoncé vouloir plus d'énergie masculine, moins de politique de diversité. L'énergie masculine est bonne, la société en est remplie, mais la culture d'entreprise s'en détourne. Toutes ces formes d'énergie sont positives, mais une culture qui fait un peu plus la part belle à l'agressivité a ses mérites. Y voyez-vous un opportunisme ou est-ce que c'est révélateur d'un phénomène de société ? D'abord, c'est d'une grande bêtise, parce que moi, je connais beaucoup de femmes qui sont largement aussi agressives que les hommes. C'est tellement... Alors, pour le coup, ça, c'est un homme du passé, paradoxalement. C'est vraiment, on peut pas... Le cliché d'une bêtise consternante. Deuxièmement, oui, c'est totalement opportuniste, parce que les gars de la Silicon Valley, et Zuckerberg est évidemment l'un des 4 ou 5 plus importants, pas le plus important, parce que maintenant Nvidia est très au-dessus, l'entreprise qui fabrique les puces est la plus importante au monde aujourd'hui, mais néanmoins, ces gens ont absolument besoin de Trump. Sans Trump, ils sont carbonisés. Voilà. Et puis en plus, ce qui est plus grave encore que cette phrase qui est stupide, c'est qui est vraiment, alors bêtement machiste, parce que vraiment idiot. Bon, mais ce qui est encore plus grave, c'est le fait qu'ils suppriment le fact-checking, parce que ça veut dire que on va ouvrir la voie à toutes les saloperies qui sont déjà là. Et moi, je suis à fond, je vous l'ai déjà dit, pour la levée de l'anonymat sur les réseaux sociaux, dans les pays démocratiques, évidemment, pas en Chine, mais dans les pays démocratiques, parce que c'est le seul moyen de casser vraiment cette logique de fake news, de complotisme, de haine, d'antisémitisme, de racisme, de pédophilie. Voilà, tout ça circule, et ça circulera encore plus avec les décisions de Zuckerberg. Dany. Oui, non, mais pour aller dans la même direction, enfin, la déclaration de Zuckerberg, à un moment où partout on constate une augmentation de l'agressivité masculine contre les femmes, l'augmentation de féminicides, de dire la masculinité a quelque chose de positif, c'est pas seulement bête et méchant, mais c'est vraiment criminel. C'est criminel, c'est ne pas voir justement ce que notre civilisation, petit à petit, arrive à corriger cette domination masculine. Et bien d'un coup de trait comme ça, Zuckerberg qui dit c'est fini, on arrête la cour de récréation, on en revient à la bonne vieille domination masculine. Eh bien, je lui dis, ce mec mérite qu'une femme lui foute
sa main sur la gueule, 2 gifles à droite, 2 gifles à gauche, et lui dit, pour un temps, ferme-la. Voilà. Moi, je crois que les femmes sont des hommes comme les autres. Voilà, je suis. Merci Luc Ferry, merci Daniel Cohn-Bendit. Merci mon Dany. Dans un instant. Merci à toi mon camarade. C'est le débat, il y a toujours un peu enflammé. Dans un instant, face à Margot Haddad, qui reçoit notamment ce soir la députée Manon Aubry et Pierre Servant. Très bonne soirée sur LCI. Merci Marie.